Bonjour, je suis ravie de vous voir sur la chaîne À votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est très rarement abordé chez l'endocrinologue. Cette vidéo sera utile non seulement aux personnes diabétiques, mais aussi aux personnes prédiabétiques et à toutes les personnes de plus de 40 ans, parce que presque tout le monde s'inquiète du taux de sucre. Mais souvent, on ne sait pas que le principal problème, c'est l'insuline. Elle peut être élevée même avec un sucre normal, et c'est bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Imaginez la situation. Une personne va chez le médecin, fait une analyse de glycémie à jeun. Résultat, 5 unités. Le médecin dit « Tout va bien », mais personne n'a vérifié l'insuline, et l'insuline à ce moment-là peut être augmentée de 3 à 4 fois. L'organisme compense la résistance croissante par un travail accru du pancréas. Le sucre se maintient à un niveau normal, mais à l'intérieur, la destruction s'opère. On appelle cela l'hyperinsulinémie. C'est un état où le pancréas produit trop d'insuline, essayant de faire pénétrer le glucose dans les cellules. Les cellules résistent, et la glande travaille à l'usure. Pendant ce temps, un taux élevé d'insuline détruit l'organisme pendant des années avant que le sucre ne dépasse les limites de la normale. L'insuline élevée bloque la combustion des graisses, c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à perdre du poids, quoi qu'ils fassent. Elle augmente la tension artérielle, accroît le risque d'infarctus et d'AVC. Elle conduit à la stéatose hépatique, maladie du foie gras, et au syndrome des ovaires polykystiques chez les femmes. Aujourd'hui, vous allez découvrir 8 signes d'un taux élevé d'insuline. Je vais vous parler de 3 habitudes qui maintiennent l'insuline à un niveau élevé 24 heures sur 24. L'une d'elles va vous choquer. Tous les nutritionnistes la recommandent pour perdre du poids, et pourtant, elle détruit votre métabolisme. À la fin, je vous donnerai un plan clair. Suivez-le, et l'insuline baissera naturellement de 30 à 40%. Ce n'est pas de la théorie, ça fonctionne dans la pratique. Selon la tradition, écrivez quelque chose dans les commentaires pour promouvoir la vidéo, si vous aimez mon contenu. Posez vos questions dans les commentaires et nous commençons par le plus important. Pourquoi un taux élevé d'insuline est-il plus dangereux qu'un taux élevé de sucre? Voyons comment se développe l'hyperinsulinémie. Tout commence par l'insulinorésistance. Les cellules cessent progressivement de réagir normalement à l'insuline. Le glucose ne peut pas entrer à l'intérieur, il reste dans le sang. Le pancréas voit que le glucose ne diminue pas. Il pense qu'il y a peu d'insuline et commence à en produire davantage, bien plus que ce dont une personne en bonne santé a besoin. L'insuline augmente, le glucose finit par pénétrer dans les cellules, mais c'est une illusion de bien-être. Maintenant, un cercle vicieux s'installe. Un taux élevé d'insuline en lui-même renforce l'insulinorésistance. Plus il y a d'insuline, moins les cellules y réagissent. Moins la réaction est forte, plus il faut d'insuline. Voici mon exemple préféré. Imaginez que vous criez après une personne qui entend mal, mais cela n'aide pas vraiment la communication. Eh bien, c'est ainsi que le pancréas crie avec de l'insuline sur des cellules sourdes. Ce cri ne peut pas durer éternellement. Les cellules bêta du pancréas travaillent à l'usure. Elles ne sont pas conçues pour une telle charge. Progressivement, elles sont endommagées et meurent. Et maintenant, parlons de pourquoi un taux élevé d'insuline est une catastrophe pour l'organisme. Premièrement, et le plus notable, il bloque la combustion des graisses. L'insuline est l'hormone du stockage. Lorsqu'elle est élevée, l'organisme ne peut pas décomposer les réserves de graisse. Deuxièmement, un taux élevé d'insuline conduit à l'accumulation de graisse spécifiquement sur le ventre. La graisse viscérale autour des organes internes est particulièrement dangereuse. Elle produit des substances inflammatoires qui renforcent encore davantage l'insulinorésistance. Troisièmement, l'insuline augmente la tension artérielle. Quatrièmement, un taux élevé d'insuline transforme le glucose en triglycérides. Ce sont des graisses qui circulent dans le sang et se déposent dans le foie. La stéatose hépatique, maladie du foie gras, se développe. Le risque d'athérosclérose augmente. Cinquièmement, l'insuline influence d'autres hormones. Chez la femme, elle augmente la testostérone et conduit au syndrome des ovaires polykystiques.
Le cycle menstruel est perturbé, des problèmes de conception apparaissent, des poils poussent à des endroits inappropriés. Sixièmement, un taux chroniquement élevé d'insuline est lié à des maladies oncologiques. Il stimule la croissance cellulaire, y compris celle des cellules cancéreuses, en particulier pour les cancers du sein, du côlon et du pancréas. Et le plus important, tôt ou tard, le pancréas s'épuise, la production d'insuline chute, le sucre commence à augmenter parce que désormais, l'insuline manque réellement. C'est à ce moment-là que le diagnostic de diabète de type 2 est posé. Mais la maladie a commencé 5 à 10 ans plus tôt, lorsque l'insuline était élevée avec un sucre normal. Si des mesures avaient été prises à ce moment-là, le diabète aurait pu être évité. C'est pourquoi il est si important de connaître les signes d'un taux élevé d'insuline. Et maintenant, parlons des signes qui crient que l'insuline est élevée. Vérifiez par vous-même tout de suite. Si vous présentez au moins 3 de ces signes, l'insuline est presque certainement élevée. Premier signe, une faim constante. Même après avoir mangé, vous avez bien mangé, mais 1 heure ou 1 heure et demie plus tard, vous avez de nouveau faim. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est le travail de l'insuline. Lorsque l'insuline est élevée, le glucose quitte rapidement le sang et se retrouve bloqué dans les cellules, mais à cause de la résistance, les cellules ne peuvent pas l'utiliser. On obtient un paradoxe. Le sucre est en quelque sorte présent, mais les cellules ont faim. Le cerveau reçoit un signal de manque d'énergie et active la sensation de faim. Deuxième signe, une envie irrésistible de sucrer. Ce n'est pas juste l'envie d'un bonbon, mais plutôt un manque, comme une addiction. Cela aussi est lié à la faim énergétique des cellules. Le cerveau exige de l'énergie rapide, et la source la plus rapide, c'est le sucre. Troisième signe, il est impossible de perdre du poids au niveau du ventre. Les bras et les jambes peuvent même être minces, mais le ventre dépasse. L'insuline élevée bloque la lipolyse. J'en ai déjà parlé. Quatrième signe, la somnolence après les repas, surtout après un repas riche en glucides. Cinquième signe, des taches sombres sur la peau. Nom médical, acanthosis. La peau s'assombrit et s'épaissit sur le cou, sous les aisselles, sur les coudes, dans l'aine. Cela ressemble à de la saleté qu'on ne peut pas laver. Si vous remarquez de telles taches, faites d'urgence vérifier votre insuline. Sixième signe, une fatigue constante et un brouillard cérébral. Le matin, vous êtes déjà fatigué alors que vous venez de vous lever. Pendant la journée, il est difficile de réfléchir, les pensées s'embrouillent, la mémoire fait défaut. Septième signe, une tension artérielle élevée. Surtout si la tension était normale avant et qu'après 40-50 ans, elle commence à augmenter. Les médicaments aident mal ou l'effet est temporaire? Huitième signe, des triglycérides élevés dans la prise de sang. C'est un indicateur auquel beaucoup ne prêtent pas attention, à tort. Des triglycérides au-dessus de 1,5, 1,5 sont un signal de problème avec l'insuline. Alors, vérifiez par vous-même. Combien de signes avez-vous? Si vous en avez 3 ou plus, l'insuline est presque certainement élevée. Ces signes n'apparaissent pas comme ça. Ils sont le résultat d'années de fonctionnement de l'organisme en mode hyperinsulinémie. Les ignorer est dangereux. Mais il y a une bonne nouvelle. Un taux élevé d'insuline est réversible. Contrairement au pancréas détruit dans le diabète, l'hyperinsulinémie peut être corrigée. Il faut savoir quels examens faire et quoi faire ensuite. Et maintenant, parlons du diagnostic biologique. Premier examen, l'insuline à jeun. C'est l'indicateur de base par lequel il faut commencer. Il se fait le matin après 8 à 12 heures de jeûne. Il ne faut pas manger, on ne peut boire que de l'eau. L'insuline normale à jeun est de 2 à 25 micro-unités par millilitre. Si l'insuline est supérieure à 15, c'est déjà un signal d'alarme. L'insuline au-dessus de 25 est une hyperinsulinémie évidente. Le pancréas travaille en surcharge, essayant de compenser la résistance. Si rien n'est fait, dans quelques années, le diabète s'installera. Deuxième examen, la glycémie à jeun. Il faut la faire en même temps que l'insuline. En soi, le sucre peut être normal, mais la combinaison avec une insuline élevée révèle le véritable tableau. La glycémie normale à jeun est de 3,3 à 5,2.
Si vous avez une glycémie à 4,5 et une insuline à 20, c'est un cas classique. Le sucre se maintient dans la norme uniquement grâce au travail acharné du pancréas. Troisième examen, l'indice OMA. C'est l'étalon or pour évaluer l'insulinorésistance. Si l'indice est compris entre 3 et 5, c'est une insulinorésistance modérée. Il faut prendre des mesures avant que la situation ne s'aggrave. Un indice supérieur à 5 est une résistance marquée, un risque élevé de diabète. Quatrième examen, le peptide C. C'est un sous-produit de la production d'insuline. Il indique la quantité d'insuline réellement produite par le pancréas, sans tenir compte de l'insuline exogène, injectée. Il est particulièrement important pour ceux qui reçoivent déjà de l'insuline par injection. Chez les personnes sans diabète ou avec un diabète de type 2, sans insulinothérapie, le peptide C doit être dans les limites de la normale. Un résultat élevé confirme l'hyperinsulinémie. Un résultat bas en cas de diabète indique un épuisement du pancréas. C'est un mauvais signe. Cela signifie qu'il ne reste presque plus d'insuline propre. Cinquième examen, l'hémoglobine glyquée. Elle montre le taux moyen de sucre au cours des 3 derniers mois, indépendamment de ce que vous avez mangé la veille ou l'avant-veille. Mais en cas d'hyperinsulinémie, l'hémoglobine glyquée peut encore être normale, donc l'hémoglobine glyquée ne peut pas être utilisée comme seul critère. Elle montre déjà des problèmes développés avec le sucre, alors que l'insuline élevée apparaît bien plus tôt. Sixième examen, le bilan lipidique. Ce sont les triglycérides, le cholestérol total, les lipoprotéines de basse et haute densité. Indirectement, ils indiquent des problèmes avec l'insuline. Des triglycérides supérieurs à 1,5 sont un signal d'alarme. Le rapport des triglycérides sur le cholestérol HDL, haute densité, est un marqueur important. Divisez les triglycérides par le bon cholestérol. Si le résultat est supérieur à 3, cela indique une insulinorésistance. Voilà, les résultats des examens sont une information objective sur l'état de votre métabolisme. N'ayez pas peur de les faire. Connaître le problème est la première étape vers sa solution. Et maintenant, parlons des habitudes qui maintiennent l'insuline à un niveau élevé 24 heures sur 24. La première d'entre elles choque 90% des gens. Tous les nutritionnistes conseillent le fromage blanc, type Tvorog, le soir pour maigrir, mais ils ne connaissent pas l'index insulinémique. Je vais vous révéler la vérité qui va bouleverser votre conception de l'alimentation saine. La plupart des gens ont entendu parler de l'index glycémique. C'est un indicateur de la rapidité avec laquelle un aliment fait augmenter le sucre dans le sang. Plus l'index est bas, mieux c'est pour les diabétiques. Logique, n'est-ce pas? Mais il y a un deuxième indicateur que presque personne ne connaît, c'est l'index insulinémique. Il indique à quel point un aliment stimule la sécrétion d'insuline, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les produits laitiers ont un index glycémique bas. Le fromage blanc, le kéfir, le yaourt n'augmentent presque pas le sucre, c'est pourquoi on les recommande aux diabétiques et aux personnes qui veulent maigrir. Cela semble être l'aliment idéal. Mais l'index insulinémique des produits laitiers est 3 à 6 fois plus élevé que ce à quoi on pourrait s'attendre d'après l'index glycémique. C'est ce qu'on appelle le paradoxe laitier. Le sucre n'augmente pas, mais l'insuline s'envole. Des études scientifiques confirment ces données. Le fromage blanc provoque une sécrétion d'insuline comparable à celle du pain blanc. Imaginez-vous, pourquoi cela se produit-il? C'est à cause des protéines sériques, lactosérum. Elles stimulent le pancréas directement, indépendamment du taux de glucose. Les acides aminés des protéines laitières provoquent eux-mêmes une réponse insulinémique. Le fromage blanc est particulièrement dangereux avant le coucher. Le soir, la sensibilité à l'insuline diminue. Le corps se prépare au sommeil, le métabolisme ralentit, et voilà que le fromage blanc provoque un puissant pic d'insuline. Un taux élevé d'insuline la nuit bloque la combustion des graisses. Normalement, pendant le sommeil, l'organisme utilise ses réserves de graisse pour l'énergie. Mais si l'insuline est élevée, ce processus s'arrête. Vous dormez, et la graisse ne se brûle pas. De plus, la consommation régulière de produits laitiers conduit à une hyperinsulinémie chronique.
Une étude sur des femmes a montré qu'une consommation élevée de produits laitiers est liée à l'insulinorésistance. C'est particulièrement prononcé chez les personnes en surpoids. Chez elles, les produits laitiers provoquent une réponse insulinémique encore plus forte. On obtient un cercle vicieux. Le surpoids renforce la réaction aux produits laitiers. Les produits laitiers renforcent l'insulinorésistance. L'insulinorésistance empêche de perdre du poids. Tous les produits laitiers ne sont pas identiques. Les fromages gras provoquent une réponse insulinémique moindre que les produits laitiers allégés. Paradoxe, mais c'est un fait. Le gras ralentit l'absorption et diminue le pic d'insuline. Le kéfir et le yaourt stimulent aussi l'insuline, bien que nettement moins que le fromage blanc. Le lait est particulièrement dangereux en raison de la combinaison de protéines et de lactose, ou sucre du lait. Un véritable cocktail pour l'insuline, littéralement. Que faire? Arrêter complètement les produits laitiers? Certainement pas. L'important est de comprendre quand et comment les manger. On peut manger du fromage blanc le matin ou après l'entraînement. À ces moments-là, un taux élevé d'insuline est même bénéfique. Le matin, la sensibilité à l'insuline est plus élevée. L'organisme gère mieux les choses. Après l'entraînement, les muscles ont besoin de protéines et l'insuline aide à les assimiler. À ces moments-là, le fromage blanc travaille pour vous. Mais le soir avant de se coucher, après 18 heures, le fromage blanc est une catastrophe pour l'insuline. Remplacez-le par d'autres sources de protéines, œufs, poissons, poulet ou protéines végétales. Celles-ci provoquent une réponse insulinémique bien moindre. S'il est vraiment trop difficile de se passer de fromage blanc, au moins réduisez la portion et ajoutez du gras. Une cuillère d'huile de lin ou une poignée de noix réduiront le pic d'insuline, mais il est préférable de ne pas manger de produits laitiers après 16 heures. Le fromage blanc avant le coucher, c'est la première mauvaise habitude pour l'insuline. Mais il y en a deux autres, tout aussi destructrices. Je vais vous en parler maintenant. Et la première d'entre elles, ce sont les collations fréquentes et les repas fractionnés. Vous avez sûrement entendu la recommandation « manger 5 à 6 fois par jour en petites portions ». Apparemment, cela accélère le métabolisme et aide à contrôler la faim. C'est l'un des mythes les plus nocifs de la diététique. Chaque prise alimentaire, même petite, provoque une sécrétion d'insuline. L'insuline augmente, l'organisme passe en mode stockage. Il cesse de brûler les graisses, commence à mettre de l'énergie en réserve. 2 à 3 heures plus tard, vous mangez à nouveau. L'insuline refait un bond. Avec 6 repas par jour, l'insuline ne redescend presque jamais à son niveau de base. Les récepteurs n'ont pas le temps de se reposer, la sensibilité à l'insuline diminue. C'est la voie directe vers l'insulinorésistance. De plus, entre les repas, l'autophagie se met en route. C'est le processus de nettoyage des cellules des structures endommagées. Les cellules digèrent les déchets internes et se renouvellent, mais pour l'autophagie, il faut que l'insuline soit basse pendant au moins 4 heures. Avec des collations fréquentes, ce processus ne se déclenche pas. Les cellules ne sont pas nettoyées, les dommages s'accumulent. Des études récentes montrent que 3 repas par jour sont meilleurs pour le contrôle de l'insuline que 6. De longs intervalles entre les repas donnent à l'insuline le temps de descendre, aux récepteurs le temps de récupérer. Le régime optimal pour faire baisser l'insuline. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Intervalle entre les repas, 4 à 5 heures. Pas de collation, pas de fruits entre les repas, pas de petites noix. Et maintenant, l'habitude numéro 3. Il s'agit de sauter le petit déjeuner ou de prendre un premier repas tardif. Beaucoup pensent « si je ne petit déjeune pas, je crée un déficit calorique, je maigrirai plus vite ». Ou ils pratiquent le jeûne intermittent en commençant à manger seulement au déjeuner. Cela semble logique, mais il y a un hic. Sauter le petit déjeuner augmente la réponse insulinémique au déjeuner. Des études ont montré que si l'on ne mange pas le matin, après le déjeuner, l'insuline s'envole plus fort que si l'on avait pris un petit déjeuner. L'organisme perçoit l'absence de nourriture matinale comme un stress. Lorsqu'il reçoit enfin de la nourriture au déjeuner, il réagit par une sécrétion excessive d'insuline, comme pour faire des réserves en prévision du prochain jeûne. De plus, il y a les rythmes circadiens de l'insuline. Le matin, dans les premières heures après le réveil, la sensibilité à l'insuline est maximale,
L'organisme est programmé pour traiter le glucose. Vers le soir, la sensibilité diminue. Les mêmes aliments le soir donnent une réponse insulinémique plus élevée que le matin. C'est pourquoi le petit déjeuner est le repas le plus sûr pour l'insuline. Il y a aussi le phénomène de l'aube ou dawn phenomenon. Le matin, les hormones de stress, cortisol, adrénaline, augmentent naturellement. Elles font monter le sucre, préparant l'organisme à l'activité. Si l'on ne prend pas de petit déjeuner, cette élévation matinale du sucre reste sans réponse insulinémique. Le glucose circule plus longtemps dans le sang, endommageant les vaisseaux, et ensuite, quand on mange enfin, l'insuline s'envole de manière compensatoire. La règle est simple. Le premier repas doit être pris dans l'heure qui suit le réveil. Ce n'est pas obligatoirement un petit déjeuner copieux, mais il doit y avoir quelque chose, même un œuf avec des légumes ou une poignée de noix. Le petit déjeuner lance le métabolisme, stabilise l'insuline pour toute la journée, prévient la suralimentation le soir. Les personnes qui prennent un petit déjeuner ont un meilleur contrôle de l'insuline que celles qui sautent le repas du matin. Il y a encore quelques facteurs qui font exploser l'insuline. Le manque de sommeil en est un. Même une seule nuit de mauvais sommeil réduit la sensibilité à l'insuline de 30%. Le stress et un taux élevé de cortisol augmentent aussi l'insuline. Stress chronique signifie insuline chroniquement élevée. La déshydratation est un autre déclencheur. Lorsque le corps est déshydraté, le sang devient plus épais. La concentration de glucose augmente. Le pancréas produit plus d'insuline pour faire face à cette augmentation apparente du sucre. Voilà, les 3 principales habitudes qu'il faut éliminer. Le fromage blanc et les produits laitiers le soir, les collations fréquentes et le fait de sauter le petit déjeuner. Débarrassez-vous-en et l'insuline commencera à baisser. Et maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut faire pour ramener rapidement l'insuline à la normale. Suivez ce plan pendant 3 semaines et l'insuline baissera de 30 à 40%. C'est vérifié avec mes patientes. Ce n'est pas de la théorie, c'est une pratique qui fonctionne. Première semaine. Nous éliminons les principaux déclencheurs. C'est la semaine la plus importante. Vous posez les bases pour faire baisser l'insuline. Sans ces changements, il est inutile d'aller plus loin. Premièrement, arrêtez les produits laitiers après 16 heures. Le matin et dans la journée, c'est possible, mais le soir, c'est tabou. Les protéines sont nécessaires, mais à partir de sources à faible index insulinémique. Les protéines végétales conviennent aussi. Haricots, lentilles, pois chiches. Deuxièmement, passez à 3 repas sans collation. Entre les repas, uniquement de l'eau, du thé, du café sans sucre ni lait. Troisièmement, un petit déjeuner obligatoire dans l'heure qui suit le réveil. Même si vous n'avez pas faim, forcez-vous un peu, au moins un œuf ou une poignée de noix. Le petit déjeuner doit contenir des protéines et des lipides, un minimum de glucides rapides, une omelette aux légumes, des œufs avec de l'avocat, du yaourt grec avec des noix. Le matin, le yaourt est permis. Quatrièmement, éliminez les glucides rapides et le sucre ajouté. Remplacez-les par des glucides lents, sarrasin, orge, légumes. À la fin de la première semaine, vous remarquerez des changements. La faim diminuera, les envies de sucre s'affaibliront, l'énergie augmentera, le sucre du matin commencera à baisser. Ce sont des signes que l'insuline diminue. Deuxième semaine, nous ajoutons des aliments qui font baisser l'insuline. Premièrement, augmentez les fibres. Légumes, herbes aromatiques, graines de lin, psyllium. Les fibres ralentissent l'absorption des glucides, réduisent le pic d'insuline après le repas. Minimum 300 g de légumes par jour. Les graines de lin sont particulièrement utiles. 2 cuillères à soupe de graines moulues dans un verre d'eau, laissez infuser 2 heures, boire avant le repas. Cela réduit la réponse glycémique et insulinémique de 20 à 30%. Deuxièmement, du vinaigre de cidre avant le repas. Une cuillère à soupe dans un verre d'eau, 20 minutes avant le repas principal. L'acide acétique ralentit la vidange de l'estomac et diminue l'insuline. Si vous avez des problèmes intestinaux, essayez avec un quart de la dose. Si même à cette dose vous observez des effets secondaires, arrêtez complètement. Troisièmement, la cannelle. Une demi-cuillère à café par jour.
Ajoutez-la dans le thé, le café, les céréales. La cannelle contient des substances qui imitent l'action de l'insuline et réduisent la résistance. Il est important d'utiliser de la cannelle de Ceylan et non de la casse. La casse contient de la coumarine, qui à forte dose est nocive pour le foie. La cannelle de Ceylan est sûre et efficace. Quatrièmement, du poisson gras 2 à 3 fois par semaine. Maquereaux, sardines, harengs. Les acides gras oméga 3 restaurent les membranes cellulaires, améliorent la sensibilité des récepteurs à l'insuline. Cinquièmement, le thé vert. 2 à 3 tasses par jour. Les catéchines du thé vert améliorent le métabolisme du glucose et font baisser l'insuline. Infusez correctement. Eau à 80 degrés. Laissez infuser 3 minutes. Sixièmement, les épices et herbes aromatiques. Curcuma, gingembre, ail, fenugrec. Tous ont une action sensibilisatrice à l'insuline. Ajoutez-en quotidiennement dans vos plats. En parallèle, nous ajoutons les derniers éléments pour un effet maximal. Premièrement, l'activité physique. L'activité régulière est le moyen le plus puissant de réduire l'insulinorésistance. L'effet persiste jusqu'à 48 heures après l'entraînement, donc la régularité est importante. Même de simples promenades conviennent. Deuxièmement, l'optimisation du sommeil. Couchez-vous et levez-vous à la même heure. Dormez dans l'obscurité et la fraîcheur. Le manque de sommeil est l'ennemi de l'insuline. Troisièmement, la gestion du stress. Le stress chronique maintient le cortisol et l'insuline à un niveau élevé. Trouvez un moyen de vous détendre. Méditation, exercice de respiration, loisirs. À la fin de la 3e semaine de nouvelles habitudes, refaites des examens de contrôle. Insuline à jeun, glycémie, indice OMA. Comparez avec les résultats initiaux. Vous verrez une amélioration substantielle. Ce plan fonctionne si vous le suivez précisément. On ne peut pas choisir ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Tous les éléments sont importants. Ils agissent en synergie. Résumons. Ici, nous allons examiner les erreurs critiques. Beaucoup commencent bien, mais ensuite déraillent à cause de ces erreurs. Ne les répétez pas. Erreur numéro 1. Se concentrer uniquement sur le sucre. Ignorez l'insuline. Vérifiez votre insuline au moins une fois par an, surtout si vous présentez des signes. Surpoids, envie de sucre, fatigue. N'attendez pas que le sucre dépasse les limites de la normale. Erreur numéro 2. Les produits laitiers allégés. Les gens pensent « moins de gras signifie plus sain ». Mais l'index insulinémique des produits allégés est le même ou même plus élevé que celui des produits gras. Le gras ralentit l'absorption et réduit le pic d'insuline. Paradoxalement, le lait entier est meilleur pour l'insuline que le lait écrémé, même s'il est préférable de ne pas boire de lait du tout pour les adultes. Je le répète, un taux élevé d'insuline est un état réversible. Contrairement au pancréas détruit en cas de diabète avancé, l'hyperinsulinémie peut être corrigée. L'important est de commencer à agir. Les résultats apparaîtront en 2 à 3 semaines. 3 semaines de plan, c'est le début. Ensuite, il faut maintenir les nouvelles habitudes. Mais ça en vaut la peine. Vous prévenez le diabète, les infarctus, les AVC, la stéatose hépatique, maladie du foie gras. Vous préservez votre santé pour des années à venir. Vous obtenez le contrôle de votre corps. Écrivez dans les commentaires dans un mois vos résultats. Quels étaient les examens? Que sont-ils devenus? À combien l'insuline et le sucre ont-ils baissé? Votre expérience aidera d'autres personnes. Si la vidéo a été utile, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela me soutiendra et aidera la chaîne à grandir. Activez la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Les petits pas mènent à de grands changements. Votre santé est entre vos mains. Utilisez ces connaissances à bon escient. Prenez soin de vous et restez en bonne santé.